D'ailleurs, on a bien rigolé parce que j'étais tellement sous le choc. J'avais posé ma GS en or rose pour essayer les montres. Eux, ils voient que je porte une GS, alors bon, ils sont contents de voir à Genève une montre japonaise. Et puis, j'essaye ces montres au poignet, et on parle, on pose des questions, on échange et tout. Puis à la fin, mais vraiment, j'ai l'impression de sortir d'un match de boxe où je me suis fait allumer la tronche, quoi. Ouais. Et puis je repose ces montres et je dis bon bah vraiment merci, c'était génial, et on se barre, quoi. Et puis Mathieu qui me dit Arnaud, t'as oublié ta GS en or sur la table. Pour dire à quel point on était vraiment... Les Japonais qui éclatent de rire, les trois. Et faut dire qu'on avait pris une belle claque. Ouais. Salut Mathieu. Salut Arnaud. Ça va? Ouais, ça joue dans le soleil. Bon, alors pour ce premier épisode, on a décidé de parler un petit peu de Japon et d'horlogerie. Pour faire un petit pied de nez à nos voisins à quelques kilomètres d'ici. Nos amis suisses. Nos amis et voisins suisses. Ouais, bon, la vraie raison, c'est juste qu'on n'avait pas eu le temps de préparer correctement l'épisode. Clairement, on n'a pas préparé cet épisode. On a dit qu'on serait en mode détente avec ce podcast. Voilà. Et c'était pas prise de tête, donc on va parler de choses qui nous plaisent et qu'on connaît bien. Ouais, voilà, donc, on a décidé d'aborder un sujet qui nous semble intéressant quand même. Il y a beaucoup de choses à dire, et c'est souvent pas très bien traité, je trouve. On a tendance à parler que de certaines choses, etc. Ouais, on résume assez vite, en général, c'est assez vite résumé. Donc là, si on peut rentrer sans trop dans le détail. Ouais. Mais ça peut être cool. Et puis bon, en même temps, ça fait aussi on a commencé par l'horlogerie japonaise, pardon. Donc autant commencer notre podcast par l'horlogerie japonaise. Ce qui nous a fait mettre le doigt dans le grenage. Donc, Voilà, exactement. Donc déjà, on va faire un petit rappel historique, parce que le Japon a une histoire, un rapport au temps, on va dire, qui est un petit peu particulier. C'est-à-dire que l'horlogerie mécanique, comme on la connaît aujourd'hui, elle est arrivée au Japon un petit peu plus tard. Elle est arrivée au milieu du XVIe siècle à peu près. Ok. Donc c'est un moine jésuite qui est parti pour évangéliser l'Asie et le Japon en particulier, qui est arrivé avec un cadeau. Qui était une horloge mécanique, en fait, qu'il a remis à un seigneur local qui l'a accueilli, en fait. Ok. Genre, merci de pas m'avoir tué. Ouais. Bonjour, je peux vous offrir ça en échange de ma vie. Ouais, c'est un petit peu ça, quoi. Parce qu'à l'époque, je pense que c'était pas hyper évident de se pointer en mode bonjour, je suis chrétien, je viens évangéliser. Je viens prendre tout votre peuple. C'est un peu ça, quoi. Donc ça a été le premier contact, en fait, du Japon avec l'horlogerie mécanique. Ok. Juste pour rappel, on estime que les premières horloges mécaniques, c'est vers le Xe siècle à peu près que ça serait apparu en Chine. Donc entre le Xe et le XVIe siècle, il y a un petit gap, quoi. Voilà. Il y a eu 2-3 générations. Ouais. Pourtant, les Chinois et les Japonais sont à côté. Il y a eu plein de transferts culturels et commerciaux, etc. Mais l'horlogerie s'est plutôt développée en Europe, en fait. Plutôt qu'au Japon. Et mais est-ce que tu as pu lire des choses sur un intérêt qu'ils avaient, ou c'était juste... Vraiment, tu parles au XVIe siècle ? On n'y était pas, mais est-ce que c'était plus parce qu'il y avait un désintéressement à cette époque, ou Non, je pense que c'est une technologie qui est pas arrivée jusqu'à eux à ce moment-là, en fait. D'accord. Et d'ailleurs, si un jour vous visitez le musée Seiko à Tokyo, ce que je conseille à tout le monde, surtout depuis qu'ils l'ont refait, là, pendant le Covid, ils ont toute une collection de garde-temps qui date d'avant l'horlogerie mécanique. Et puis ils ont aussi des très très vieilles horloges mécaniques. Mais au début, ils comptaient le temps avec de l'encens, avec des trucs à partir de l'écoulement de l'eau, des trucs comme ça. Mais le plus courant, c'était de calculer le temps avec l'encens. Ok. Et le bâton et puis... Ouais, ils fabriquaient des espèces de formes en encens sur du sable, et ils savaient que pour que telle partie, ils faisaient c'était pas assez fort, mais imagine t'as un carré, pour que un des côtés du carré soit complètement consumé, c'est qu'il s'est passé tant de temps. Ok. Et ça, c'était plutôt dans les temples, dans les trucs comme ça. Le kidam, le paysan qui s'occupe de ses champs et de ses bêtes, il regarde où est le soleil. Il regarde le soleil, de toute façon. C'est ça. Donc vers 1550, 1551 à peu près, première horloge qui arrive, et un peu moins d'un siècle après, le Japon ferme ses portes, en fait. C'est-à-dire que... Et puis il y a un lien entre les deux, c'est que les catholiques, quand ils sont arrivés au Japon et qu'ils ont commencé à évangéliser et à convertir des gens,
ça a été une menace pour le pouvoir en place, parce que comme beaucoup de pouvoirs à cette époque, c'était un pouvoir qui mélangeait politique les droits divins et religion, quoi. Ouais. Donc pour eux, c'était pas gênant d'avoir les catholiques qui arrivaient, pour le peuple, je parle, parce qu'ils ont... Donc au Japon, il y a 2 grandes religions, il y a le bouddhisme et le shintoïsme, et le shintoïsme, c'est une religion propre au Japon. Ok. Et le bouddhisme, c'est presque plus une philosophie de vie, on va dire, qui est compatible avec n'importe quelle religion. Ok. Et donc, le bouddhisme et le shintoïsme ça s'accorde. Accordés, on va dire, même s'il y avait toujours des guéguerres, on va dire. Ça pouvait cohabiter, de la même manière que le bouddhisme et le catholicisme pouvaient cohabiter. Ouais, ils peuvent cohabiter. Mais vu que l'empereur était... un descendant divin, etc. C'est difficile de dire Jésus-Christ, mais... Ouais, je préfère le mec là-bas plutôt que l'empereur ici. Donc en fait, une des raisons pour lesquelles ils ont fermé le pays, c'était pour stopper couper court aux influences extérieures, en fait. Okay. Et donc, pendant 200 ans à peu près, le Japon est resté complètement fermé, avec quasiment aucune influence extérieure, en fait. Il y avait 2-3 ports qui pouvaient un petit peu communiquer pour faire du commerce. Ils arrivaient à faire passer un livre d'anatomie par-ci, un livre de chimie par-là, mais c'était vraiment minime, quoi. Et en fait... Et en termes de développement scientifique et autres, ça a eu une grosse incidence, ou ils sont quand même, comment dire, à cette époque, ils étaient en retard ou... je pense qu'en termes des sciences dites sciences modernes, justement, d'anatomie, de médecine, etc., ils ont profité d'une influence européenne où scientifiquement c'était un peu plus avancé. Okay. Eux, ils sont beaucoup plus développés sur les arts à ce moment-là, en fait. Okay. Puis après, la médecine, c'est de la médine asiatique, médecine japonaise, ça, ouais, etc. Plutôt... C'est des trucs différents de chez nous. Ouais, c'est pas d'Afalgan et... Ouais, non. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, sur toute cette période où le Japon était fermé et n'avait aucune influence extérieure, ils avaient une autre façon de compter le temps. C'est-à-dire que nous, on compte en heures, minutes, secondes, mais eux, c'était pas du tout comme ça. Nous, on a un système où les heures sont fixes, où une heure, c'est 60 minutes, une minute, c'est 60 secondes, etc. Voilà. C'est une unité. Voilà. Eux, en fait, ils divisaient déjà le jour et la nuit, et le jour était coupé en 6 parties, et la nuit était coupée en 6 parties. D'accord. Sauf qu'au fur et à mesure de l'année, les jours rallongent ou raccourcissent, les parties et donc ces parties se contractent ou se dilatent, on pourrait dire. Et donc, ils ont développé toute une horlogerie vraiment spécifique par rapport à ça. Parce que nous, les aiguilles vont toujours à la même vitesse. Ouais. C'est constant. C'est constant, et eux, c'était pas le cas. Et ce qu'ils ont fait, là, le premier type d'horloge japonaise, donc ils appelaient Wa-doke. Wa, ça veut dire traditionnel japonais. Par exemple, la cuisine traditionnelle japonaise, c'est Washoku. Donc wa, c'est vraiment washi, c'est le papier japonais, etc. Donc dès qu'il y a wa au début d'un mot, la plupart du temps, ça veut dire traditionnel, quoi. Toke, ça veut dire l'heure, mais ça veut dire les montres, les horloges, etc. Et donc wa-doke, ça veut dire les horloges traditionnelles japonaises. Et donc les premières, elles avaient un système où ils mettaient des poids plus ou moins proches pour faire tourner plus ou moins vite l'équivalent de l'échappement, si tu veux. Donc il y avait, ça c'était que dans les maisons des seigneurs, etc. Où tu avais un mec qui était chargé à chaque moment du jour ou de la nuit de déplacer les poids pour que ça tourne plus ou moins vite. Toutes les 6 périodes, en gros, de venir régler... Ouais, pour que en fait, sur la journée, ça aille à une certaine vitesse et que sur la nuit, ça aille à une autre vitesse. Donc pas le truc hyper pratique, quoi. On va pas se mentir, d'avoir un employé dédié à ça, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Il en reste encore des exemples de ces... Ouais, entre autres au musée Seiko, ils en ont plusieurs. En fonctionnement ? Ouais. Ouais. Ils ont pu restaurer des pièces assez incroyables et tout. Et puis après, il y a un horloger qui s'est dit, mais en fait, c'est quand même pas très pratique d'avoir les aiguilles qui vont plus ou moins vite, quoi. Bah, disons que tu peux pas l'avoir au... Enfin, on parlait pas de poignet, non, voilà. Donc tu peux pas ajuster tes poids au poignet, quoi. Ouais, clairement pas, ouais. Et donc, lui, il a créé un système hyper intelligent. Le quartz. Non, déjà à cette époque, trop fort. C'est ça. Un système où, en fait, là, c'est plus les aiguilles qui changent de vitesse, mais c'est les index sur le cadran qui s'écartent ou se rapprochent. Et du coup, en fait, les aiguilles, elles peuvent tourner toujours à la même vitesse, mais il va y avoir les heures de la nuit qui se rapprochent l'été, par exemple, où les nuits sont plus courtes. Et puis l'hiver, quand les jours raccourcissent, c'est les index qui correspondent aux heures de la journée qui se rapprochent. Incroyable. Et tout ça grâce à une pièce qui a une forme hyper maligne, on dirait un petit scarabée un peu. Et juste grâce à ça, en fait... Mais comme une cam ?
Ouais, c'est une genre de cam, si tu veux, qui va tourner dans un sens et puis après, au bout de 6 mois, va tourner dans l'autre. Incroyable. Et c'est un système qui est hyper malin. Et en plus, c'est pas tout, le mec, il a intégré ça dans un truc qui s'appelle Myriad Year Clock en anglais. Je sais pas s'il y a un nom officiel en français. Okay. Qui est juste une des horloges les plus complexes jamais faites. Oh, d'accord. Avec plein de complications, plein de trucs, etc. Si vous parlez un petit peu anglais, il y a un documentaire là-dessus sur YouTube. C'est captivant. Ok, moi je vais voir. Et justement, on voit que c'est des équipes de Seiko qui ont pu restaurer le truc. Déjà, juste pour la démonter, cette horloge, ils ont mis, je sais plus, genre 1 an et demi ou un truc comme ça. Autant te dire que quand tu la démontes, t'essaies déjà de comprendre comment ça fonctionne. C'est ça. Chaque élément, pourquoi il est là. Ouais, mais t'avais un truc genre sur le dessus, t'avais un truc qui te montrait la course, j'ai pas envie de dire de bêtises, la course du soleil, je crois. Ok. En fonction de l'année, plus ou moins haut dans le ciel, etc. Enfin, des trucs, mais pointu, quoi, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, on en reparlera après, mais c'est une horloge qui a inspiré un horloger indépendant que j'adore. Mais ça sera pour la partie, un peu plus tard dans la discussion. Mais donc voilà, ils ont eu vraiment cette approche de l'horlogerie unique au Japon. On retrouve ça que chez eux, et cette approche du temps était héritée des Chinois. Mais ces horloges-là, on les retrouve que au Japon, les Wadokei. Et ils ont réussi petit à petit à les miniaturiser, mais c'était des trucs, ça fait quasiment 2 mètres de haut, tu vois. Mais un peu comme nous, les horloges compteuses, si tu veux. C'était pas. Ils te l'emballent pas sous le bras, hein. Ouais, ils avaient pas la technologie pour miniaturiser à ce point-là, quoi. Oh, puis bon, on parle d'une époque aussi où l'industrialisation était pas développée. Ah ouais, on parle entre les années 1600 et 1800. Ouais, c'est. Ouais. Et puis le Japon a réouvert ses portes, et ça a été assez déterminant parce que du coup ils se sont réouverts au commerce international. Ok. Donc ça a permis d'échanger avec le monde. Ouais, ils ont pas eu le choix en fait. C'est-à-dire qu'ils étaient fermés. Il y a des Américains, forcément, qui sont arrivés avec des canonnières dans la baie de Tokyo. Ils ont dit bonjour, ouvrez le pays, on veut faire du commerce. Ils ont fait non. Ils ont sorti leur canon. Ils ont dit si vous allez ouvrir. Et les Japonais, ils ont fait ok, d'accord. Ah, ces Américains, toujours tout réglé avec les. Ils sont là. Ce qui me fait rire quand même, c'est que au moment où le Japon a ouvert ses portes de force, les États-Unis n'étaient pas encore un pays unifié. Ouais, c'était mais ils étaient déjà envoyés des bateaux faire du commerce partout dans le monde. C'est un truc de fou. Ils n'avaient pas fait leur révolution. Ouais. Ah non, c'est un truc de fou. Mais du coup, ils ont réouvert surtout pour faire du commerce, quoi. Ok. Et ça a révolutionné énormément de choses parce que d'un coup, il y a eu toute l'influence du reste du monde, et en particulier l'Europe, des États-Unis, etc. Et assez vite, ils ont été obligés de se caler sur le système horaire qu'on utilise nous, en fait. Parce que c'est compliqué de commercer avec quelqu'un. Peu importe l'époque. Ouais, si t'as pas le même calendrier, pas la même heure, tu lui dis on se retrouve à 14h et puis que. T'arrives 10 ans après. Quoi ? Ah bah ouais, on a raté le deal. Ah non, mais chez nous, 14h, c'est dans 10 ans. Donc en fait, en 1872, ils se sont mis à utiliser le calendrier occidental, on va dire, et surtout le système d'heures, de minutes, etc. Et donc ça a marqué le début de l'horlogerie moderne, entre guillemets, où au début, c'était surtout de l'importation, parce qu'ils ne savaient pas vraiment faire. Oui. C'était pas leur technologie, ils ont découvert les montres de poche, ils ont découvert des trucs qu'ils connaissaient pas, tout simplement. Et au début, c'était juste des objets d'apparat, et puis petit à petit, c'est rentré un petit peu dans le quotidien. C'était pas tout le monde qui avait une montre, évidemment. Les personnes influentes. Voilà. Mais les Suisses et les Européens se sont mis très vite à ouvrir des comptoirs d'échange au Japon pour pouvoir vendre leurs montres, etc. Et donc en gros, on considère que l'industrie horlogère japonaise, c'est à peu près 1875 le début, quoi. Ok. Kintaro Hattori naît à ce moment-là. Alors, ceux qui connaissent un petit peu Seiko savent que Kintaro Hattori, c'est celui qui deviendra le fondateur de Seiko. Kintaro Hattori, pour faire assez court, c'est un mec qui arrive d'une famille relativement noble, des descendants de samouraïs, donc assez nobles, des commerçants. Et il décide de faire du commerce, et il se rend compte que les horloges, c'est un peu un truc d'avenir qui vient de commencer, et qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer autour de ça, quoi. Ok. Il décide donc de se lancer, il fait un apprentissage, il fait de la réparation, et puis il se met à assembler des trucs, etc. Et il commence d'abord en vendant des montres étrangères, mais avec le but de faire des montres pour lui, quoi. Et en fait, très vite, il va rencontrer un succès assez incroyable, et c'est un petit peu l'incarnation de l'industriel
de cette période. Donc c'est la période Edo, ça s'appelle la période Edo dans l'histoire japonaise, qui commence plus ou moins avec l'ouverture du Japon sur l'extérieur. Ok, donc début 20e siècle. Voilà. Et donc de la fin 19e, début 20e, on a vraiment le début d'une industrialisation, un développement du commerce interne et externe, etc. Une vraie ouverture au monde, en tout cas, qui leur permet de se développer. Exactement. Et Kintaro Hattori, c'est le mec qui devient un des types les plus influents du Japon en quelques années, grâce à son succès industriel et commercial. C'est un peu le Elon Musk du Japon. C'est le Jeff Bezos du Japon. C'est le mec qui a senti la vague et qui a surfé dessus. C'est ça. Et, avec succès. Et c'est devenu vraiment un mec hyper influent. Et après, en mariant ses enfants aux bonnes familles, etc., il a créé un empire, quoi. Vraiment, avec des liens dans toutes les grandes entreprises, avec des liens en politique, en économie, etc. Ouais, te permettant de te développer. Et puis, c'est un mec qui a eu une vraie influence sur l'économie de son pays, qui a dicté certaines lois, qui a fait des trucs. C'est pas juste un mec qui s'est mis à faire des montres, quoi. C'était un gars qui pesait très très lourd dans le game, quoi. Et on le considère aujourd'hui comme la figure centrale du développement de l'horlogerie au Japon. Et comme vraiment l'incarnation de ces industriels de l'ère Edo qui sont devenus des familles encore aujourd'hui en place, quoi. Donc voilà, globalement un petit peu comment l'horlogerie a évolué au Japon, avec le développement plutôt import à la fin du 19e. Compréhension, analyse des produits, entre guillemets, et puis création de leurs propres produits derrière. Et puis voilà, début 20e, c'était ça. Avec donc Seiko qui naît en 1881. Citizen, si je dis pas de bêtises, c'est 1913, je crois. Faudrait qu'on vérifie les dates. Mais c'est un tout petit peu plus tard. Modo, Voilà, mais c'est cette période, période Edo. Et il y a d'autres marques qui naissent, qui meurent, etc. Mais vraiment, il y a Seiko qui marche sur tout le monde. Il y a Citizen. Il y a Citizen qui arrive quand même à se faire une petite place, mais qui arrive plus tard et qui est un peu plus, qui suit un petit peu plus, on va dire. Ouais, qui prend le pas de Seiko et qui fonce derrière, quoi, on va dire. Et Seiko qui restera jusqu'à la fin du XXe siècle à peu près, qui restera le géant de l'horlogerie au Japon. Mais après, bon, comme tu l'as bien fait remarquer, ils avaient tout pour réussir aussi. Ils avaient peut-être pas la forme des produits que les Européens vendaient, mais ils avaient la technologie et la technique, tout du moins, à travers leurs différentes horloges, en tout cas pour produire après leurs propres produits. Donc, ce qui a été intéressant, c'est qu'après... Alors, si je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails, parce que c'est un sujet que je trouve assez intéressant. Après, de toute façon, t'en as déjà parlé ailleurs. Peut-être tu peux... si t'en as mis sur ton blog, peut-être si les gens veulent approfondir un peu le... Ce que je conseillerais plutôt, c'est que si ça intéresse les gens, il y a un bouquin écrit par un Suisse, un spécialiste de l'histoire horlogère, qui est maintenant professeur d'université au Japon. Un Suisse au Japon. Ouais. Il est toujours suisse. Ils lui ont pas enlevé ses papiers. Non. Le traite à la patrie. Il s'appelle Pierre-Yves Donzé. Et rien que pour le titre de son livre, ils auraient pu lui enlever la nationalité. Ça s'appelle Rattraper et dépasser la Suisse. Oh là là. Mais lui... il cherche. Ouais, je pense qu'il a tous les espions suisses, le peu qu'il doit y en avoir, sur ses côtes. Non, c'est intéressant parce que il a un regard d'historien, en fait. Il est économiste et historien, spécialiste de l'industrie et en particulier de l'horlogerie. Il a écrit sur le Swatch Group, il a écrit sur plein d'aspects de l'industrie horlogère japonaise, mais aussi de l'industrie horlogère suisse. Donc il n'a pas forcément la vision que nous, passionnés, on peut avoir. Alors complètement, et d'ailleurs il a plutôt la vision produit. L'historien et l'économiste, c'est de l'analyse, c'est un truc très universitaire presque son livre. Je le conseille souvent aux gens quand ils veulent creuser parce que ça donne une vision très objective en fait. Moi demain j'écris un article où je raconte l'histoire de Seiko, je le raconte avec la vision du passionné et avec un côté... Je vais m'en acheter une encore demain. Voilà. Non mais on a compris. alors que lui c'est vraiment des données techniques à l'appui, des tableaux, des machins, des trucs, mais il arrive à des conclusions et des explications qui sont super intéressantes. On en reparlera un petit peu après. Mais voilà, Rattraper et dépasser la Suisse par Pierre-Yves Donzé, si c'est un truc qui vous intéresse et que vous avez des insomnies, je vous conseille ça. Très bien.
Et il explique dans un article qu'on peut trouver sur Internet les échanges qu'il y a eu de technologie entre la Suisse et le Japon. À cette époque ou tout du moins dans les années... Ouais, début 20e siècle, on va dire, où les Européens soupçonnaient pas que les Japonais puissent venir les titiller, en fait. Ok. Et ils les ont pas vus arriver. Ils les ont pas vus arriver, et même pire que ça, ils traitaient ça avec dédain. Et puis il y avait aussi une partie début 20e, t'es Première Guerre mondiale, après t'as la Seconde, pas forcément l'époque où tu vas t'interroger sur l'horlogerie Ouais, et puis le Japon avait cette vision d'être un pays un peu en retard, quoi. Voilà, c'est ça. Ils avaient des grosses ambitions impérialistes, et ils commençaient à se répandre en Asie, etc. Mais on n'avait pas la vision d'eux comme pouvant être des dangers d'un point de vue commercial, économique, etc. Et d'ailleurs, il y a je sais plus si c'est dans le bouquin ou dans un article, il retranscrit une lettre d'un gars qui a été au Japon observer un petit peu, et qui revient en Suisse et qui prévient, c'est une genre de fédération horlogère, il les prévient, il dit faites gaffe parce que ils savent ce qu'ils font, ils sont pointus, et il y a un vrai transfert de technologie et de savoir, et ils vont nous emmerder, quoi. Et ils lui répondent un truc genre c'est pas les petits jaunes qui peuvent venir nous embêter. Il y a cette expression, ils les appellent les petits jaunes, quoi. Alors que déjà pour Ricard, moi un petit jaune c'est un Ricard, quoi, on est d'accord. Donc ouais, il y a un côté hyper raciste, etc. Ouais. Et vraiment ils pensent qu'ils sont au-dessus du game, quoi. Et surtout les Suisses, parce que les Français et les Allemands sont déjà un peu moins d'un point de vue importants à ce moment-là. Mais il y a vraiment aucune suspicion que les Japonais vont pouvoir rivaliser avec eux. C'est fou. Ouais. C'est vraiment, on les a pas vus venir, quoi. Ouais, mais on retrouve ça dans d'autres aspects de la culture japonaise. Ils prennent quelque chose qui est très bien fait et ils l'améliorent. Bah, de toute façon, c'est quoi qu'on en dise, c'est typiquement japonais. Ouais. Les Chinois vont avoir cet aspect de prendre quelque chose, de le copier et pas de comprendre pourquoi ça marche. Non, mais plutôt d'en faire quelque chose d'abordable et fabriqué en masse, en baissant la qualité mais en faisant du volume. Et les Japonais, eux, ils vont chercher à améliorer le truc, quoi. Ouais. C'est comme ça qu'ils ont fait les meilleurs whisky au monde, c'est comme ça qu'ils font des trucs... Bon, alors après, ils sont un peu, je dirais pas têtus, un petit peu. Ouais, on peut le dire. Mais des fois, ils s'obstinent. Ouais. Et même si ça marche pas, ou même s'ils perdent de l'argent, ils s'obstinent. Ouais, pour l'honneur, presque, de dire c'est un peu, il faut faire mieux, quoi. C'est un peu chevaleresque, quoi. Ça fait très samouraï. C'est ça. Si j'y arrive pas, je me... Mais les premiers grands Seiko, je suis pas sûr qu'ils faisaient beaucoup de bénéfices dessus, parce que ils avaient vraiment dit on va faire la meilleure montre possible, peu importe combien ça coûte, quoi. Et ça, c'est un autre aspect dont on parlera un petit peu sur l'histoire de Seiko. Mais ils ont ce goût d'aller au bout des choses, quoi. Peu importe ce que... Bah, dans les concepts, même en voiture, par exemple, où ils vont essayer des concepts de moteurs, les hybrides, le moteur rotatif, même si c'est pas eux qui l'ont inventé, c'est un des seuls qui ont commercialisé des bagnoles avec des moteurs rotatifs. Il y a rien de pire qu'un moteur rotatif. En termes de rendement, c'est une horreur, quoi. Ouais, mais les mecs, ils se sont dit, hyper incroyable. Il y a quelque chose à faire, on va aller au bout du truc. Voilà. Même si on perd de l'argent, on ira au bout. Pareil, on prend un exemple facile, la LFA chez Lexus. C'est la voiture, je pense, la moins rentable au monde. Peut-être pas avec la Bugatti et l'Aveyron, peut-être, mais... Ouais, les mecs, au bout de je sais pas combien de temps de développement, ils disent le bruit est pas assez joli, on reprend tout à zéro. Voilà. Et puis, non, on va pas mettre des pédales moulées, on les fait usiner dans la masse. Ouais. Ouais. Ils sont jusqu'au boutiste, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Complètement. Mais bon, ça fait aussi partie de l'ADN japonaise, je pense. Et sans ça, le produit perd toute sa valeur. Ouais. Enfin, ça perd cette sorte de grinta un petit peu... Ouais, c'est vraiment leur signature, quoi. Ouais. C'est vrai que, nous on dit ça parce qu'on s'intéresse au Japon pour différentes raisons, etc. On est conscient que dans l'inconscient collectif, le Japon, c'est... Dans les années 80, c'était le high-tech, et puis après, c'est devenu les trucs pas chers, quoi. Et en particulier dans l'horlogerie, quand on parle de montres japonaises, l'inconscient collectif, encore une fois, c'est de dire c'est des montres de supermarché à quartz pas cher, quoi. On imagine les petites Casio à 30 balles. Que t'achètes dans la galerie marchande. Voilà. C'est ça. Oui, c'est vrai. Ça, c'est lié à une approche de l'horlogerie qu'ils ont eu à un moment, qui a été d'inonder le marché, quoi. De faire des trucs plus abordables et d'inonder le marché. Mais en le faisant toujours
Je veux dire, tu prends une G-Shock, on en parlera après dans les marques un peu... tu prends une G-Shock aujourd'hui, tu payes ça une centaine d'euros. Techniquement, c'est incroyable. Hein. Je veux dire, la dernière, celle que j'ai achetée, tu peux rouler dessus avec ta voiture, tu peux la mettre au congèle, tu peux la mettre en plein soleil toute une journée. Elle bouge pas. Ça bouge pas. Enfin, c'est un tank, quoi. Ouais. Donc, en fait, oui, c'est des produits d'entrée de gamme, voire presque bas de gamme, mais indestructibles. Donc, en fait, dans leur philosophie, on y est, en fait. C'est-à-dire, on a produit un produit, beaucoup de produits, qui répond au cahier des charges, qui était de un tel prix, telle fonction, et on y est, en fait. Et je trouve ça incroyable. En fait, il y a vraiment cet esprit de conception. Enfin, moi, par rapport à mon boulot, c'est hyper agréable, en fait. C'est vraiment carré, quoi. C'est à cause de ça qu'ils ont déstabilisé les Suisses, au final. Bien sûr. Et le seul moyen qu'ont eu les Suisses de reprendre des parts du marché, c'est avec Swatch. Bien sûr. Qui étaient des montres abordables, bien faites. Et puis après, aussi, de te dire, on te vend du luxe que le Japon ne vend pas. Donc, de remettre un petit tacle au jaune, on va dire, entre guillemets. C'est un peu raciste, mais pour reprendre l'expression d'il y a un siècle. Non, on est d'accord, il n'y a rien à voir avec, mais c'était vraiment ça, en fait. C'était de leur dire, eux, ils font des produits de supermarché, nous, on vous vend du luxe, en fait. Ouais, complètement. Parce que nous, on est la Suisse et on a des lingots d'or cachés dans des coffres à travers tous les pommes-cœurs de Suisse. Mais on peut pas parler de l'histoire de l'horlogerie au Japon sans parler de la fameuse, et je mets des guillemets exprès, crise du quartz. Je mets des guillemets parce que, encore une fois, je vous redirige vers Pierre-Yves Donzé, vers ses articles. Il a réussi à prouver avec des données vraiment économiques à l'appui que la crise horlogère qu'il y a eu dans les années 70 n'était pas liée au quartz. D'accord. Et c'est assez intéressant, et au final, c'est ce qui ressort globalement de ces analyses, c'est que, alors oui, certes, Seiko a commercialisé la première montre à quartz au monde. Oui, ils ont eu de l'avance pendant très longtemps là-dessus. Mais les chiffres d'import, d'export, etc. montrent que c'est pas ça qui a fait du mal non, en ça Suisse. C'est l'excuse que les Suisses se sont trouvés. Ouais, parce qu'en plus, les Suisses ont essayé aussi de sortir la première montre à quartz et ils n'ont pas réussi. Et puis accessoirement, ils en ont sorti. Hein. Ouais, ils ont sorti la Beta 21 qui marchait pas trop, quoi. Ah ouais, faut se le dire, hein. Il y a eu des montres à quartz en Suisse. Hein. Ouais, bien sûr. Mais voilà, ce qui a fait mal aux Suisses, c'est que Seiko pouvait produire, Seiko en particulier, mais un peu toute l'horlogerie japonaise, pouvait produire des montres de qualité équivalente pour moins cher. Et ça, on le doit encore une fois à Kintaro Hattori, qui avait une vision de l'horlogerie assez visionnaire, justement. Au début du XXe, il a fait des voyages en Europe et aux États-Unis pour aller visiter un petit peu toutes les plus grandes marques, toutes les plus grandes manufactures, etc. À l'époque où on se méfiait pas que les Japonais pouvaient être dangereux pour eux. Et en gros, il y avait deux grands modèles qui se détachaient. Un modèle à la Suisse, où on faisait la très grande qualité en petite quantité, et avec beaucoup de variantes. D'accord. Et presque du custom, on va dire. Ouais, vraiment. Où tu pouvais des grands catalogues où tu avais tel modèle qui était décliné avec plein de cadrans, des trucs comme ça. Mais toujours fait très très bien. Et puis avec ce système de sous-traitance, on en reparlera quand on parlera de l'horlogerie suisse. Mais c'est vraiment le fonctionnement historique de cette industrie. Bien sûr. Puis le modèle à l'américaine, où là, ils faisaient tout à la chaîne. Ils faisaient hein. peu de modèles différents, mais voilà, c'était vraiment inspiré du Fordisme. C'était tout fait à la chaîne, en très grande quantité, avec peu de modèles différents. Ouais, mais c'était un juste milieu, en fait, de se dire, ok, on produit plus, mais on a quand même notre vision à nous. Et lui, en fait, il a regroupé un peu le meilleur des deux. Voilà, c'est ça. Il y avait aussi des très très grandes marques chez les Américains, Elgin, Hamilton, etc. Bien sûr, c'était des très grandes marques. Ce qui a été génial avec Kintaro Hattori, c'est que dès le début, il s'est dit, nous, on veut à la fois avoir du choix, avoir du volume comme les Américains, et avoir de la qualité comme les Suisses. Ouais, mais il y a cette vision. Mais moi, je le vois vraiment comme la vision japonaise. C'est-à-dire, on copie pas, on s'inspire. On prend le meilleur des deux mondes. On prend le meilleur des deux mondes, et par contre, on l'améliore encore. C'est ça. Et là, l'idée en améliorant, c'était de se dire, faut qu'on intègre tout. Ouais, et on laisse rien sur le côté. C'est-à-dire, on fait pas de compromis, en fait. Voilà. Vraiment, c'est... Et puis de se dire, contrairement aux Suisses, où il y a
un mec qui va faire des aiguilles, un mec qui va faire des cadrans, un mec qui va faire des boîtes, un mec qui va faire de ressorts, un mec qui va faire des rouages, etc. Nous, on regroupe eux, après ils regroupent tout, voilà. Ils font leur popote. Nous, on va tout faire. Voilà, on va tout faire nous-mêmes, un petit peu comme ce que les Américains pouvaient essayer de faire, pour réduire les coûts, en fait. Bien sûr, tout simplement. Ah bah, plus t'arrives à avoir de choses en interne, sur le moment, ça te coûte plus cher, parce que t'as l'investissement machine qui est élevé. Et encore, tu vas voir qu'ils ont été malins. C'est que... Ils ont saoulé les machines. Je déconne. Non, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils poussaient ces employés à partir et à créer leurs propres entreprises. Et donc, tu as des boîtes qui sont... Des employés qui sont partis, qui ont fait que des cadrans, qui ont fait que des aiguilles, que des boîtes, etc. Mais après, qui étaient rattachés à GS ? Mais après, Seiko les rachetait, en fait. Ok. Après, Seiko disait, bon, bah maintenant, on devient actionnaire majoritaire de votre boîte. Vous ne travaillez plus qu'avec nous. Et en fait... Un peu à la Rolex, quoi. Voilà, c'est ce qu'a fait Rolex presque un siècle après, à racheter tous ses sous-traitants, en fait. Ouais, mais Seiko ont déjà fait ça il y a un siècle. Et c'est hyper intelligent, c'est qu'il y a des mecs qui sont hyper spécialisés dans un domaine, et Seiko leur a dit, c'est super ce que vous faites, on vous rachète, on intègre tout. Et c'est pour ça que Seiko, c'est devenu aussi un empire avec plein d'entreprises, avec plein de savoir-faire différents. Dans tous les domaines. Aujourd'hui, Seiko, ils font des lunettes, quoi, tu vois. Donc, ils font des verres, ils font plein de choses. Et puis, ils font surtout des imprimantes. Epson, en fait, c'est Seiko. Donc, et ils font, je crois, beaucoup d'argent, peut-être pas plus que les montres. Mais je pense que l'électronique leur développe peut-être plus d'argent que... Alors oui, aujourd'hui, je crois que l'horlogerie, c'est 1/3 des revenus du groupe, un truc comme ça. Mais en tout cas, ça s'est diversifié incroyablement, parce que depuis un siècle, en fait, il y a des entreprises qui rachètent, des sous-traitants qui rachètent. Bien sûr, ils sont réintégrés au groupe, etc. C'est ça. Donc grâce à cette vision qu'a eu assez tôt Kintaro Hattori, et en gardant ce fonctionnement industriel qui est devenu la norme de l'industrie horlogère japonaise, jusqu'à Citizen récemment qui a changé la donne, on va en reparler, ils ont réussi à concurrencer les Suisses sans avoir cette image de luxe, t'en parlais juste avant. Ils n'avaient peut-être pas cette image de luxe, parce qu'ils faisaient aussi bien mais moins cher, et donc dans du luxe, ça colle pas. Et puis est-ce que aussi Grand Seiko était moins importé en Europe ? Alors clairement, c'était majoritairement de Japon. T'avais peut-être les mecs qui se déplaçaient là-bas, qui se ramenaient un souvenir, ils en ont envoyé quelques-unes aux États-Unis, mais c'était sporadique, quoi. Ouais. C'est pour ça que l'histoire de l'industrie japonaise est assez indissociable de Seiko. C'est que Kintaro Hattori, il a eu une influence bien au-delà de sa mort, quoi. Donc on a essayé de séparer l'histoire de l'horlogerie et puis l'histoire de Seiko, mais en fait on est obligé de parler des deux, quoi. Mais en fait, ce qui est assez dingue, c'est qu'en fait, l'horlogerie complète, comme tu nous l'expliques là, finalement, chez nous, en France, en Europe, elle est arrivée assez, entre guillemets, tardivement. Totalement. Finalement. Parce que nous, on a eu, enfin moi, de souvenirs enfants, on avait les montres, comme on a dit, galerie marchande. On n'avait pas de Seiko, je dirais pas grande valeur, j'aime pas ce terme, mais plus haut de gamme, on va dire. Et c'est fou comme chez eux, par contre, c'était déjà hyper développé, en fait. Après, ils sont énormément développés en Asie et aux États-Unis, quand même. Ok. Assez peu en Europe, finalement. Et la plupart des histoires que j'entends de gens qui avaient des Seiko, de Français qui avaient des Seiko, ils les achetaient à l'étranger assez souvent. Il y en a quelques-uns qui achetaient, par exemple, le chrono. Alors, il y a la POG qui est jaune, puis il y a une version bleue. Il y a un pilote de Formule 1, François Sévère, qui en portait une. D'ailleurs, ce modèle, maintenant, il a été rebaptisé après ce pilote. Je ne sais pas s'il l'a acheté en France, mais je crois qu'il avait un modèle exprès pour le marché français-italien, parce qu'il y avait des petites subtilités, des petites différences. Donc, il y en avait quelques-unes. Mais... Moi, je sais que ma Bullen, en tout cas, c'était un import anglais, et le disque de date avait été changé par l'AD qui avait vendu la montre en France. Ok. Donc, j'avais un dateur espagnol-français. Ouais. Pas dateur, le jour. Le jour, Le jour qui avait été changé. D'ailleurs, il n'avait pas la même couleur, mais c'était un original parce qu'il avait le EF. Ouais, c'est ça, t'as une petite écriture dans le coin. Non, c'était un anglais-français. Anglais-français. EF, ça peut être espagnol-français. Ouais, ou espagnol-français. Je sais plus, mais c'était la subtilité que Bertrand, justement, m'avait donné. Donc, l'histoire de l'horlogerie japonaise et l'histoire de Seiko sont liées, quoi. Et donc, on parlait de la crise du quartz. Finalement, c'est une crise de deux modèles industriels qui s'opposent. Le modèle suisse basé sur la sous-traitance et le luxe,
et le modèle japonais basé sur une industrialisation verticalisée et la qualité, mais à des prix plus bas, quoi. Et finalement, c'est ça la crise des années 70 en Suisse. C'est la crise d'un modèle industriel plus que la crise du quartz. Et le quartz a été un prétexte, en fait, parce qu'après coup, Seiko s'est mis à vendre beaucoup de montres très peu chères. Mais les chiffres montrent que l'industrie suisse s'était déjà cassé la gueule avant que la vente des quartz pas chers explose. Parce qu'à la base, le quartz coûtait extrêmement cher. La première Seiko à quartz coûtait le prix d'une berline. Et c'était un truc avec un boîtier en or martelé à la main. T'avais des composants à l'intérieur qui étaient faits à la main. La Astron, c'est ça. T'avais des composants faits à la main. Ils taillaient le cristal de quartz à la main. C'est des trucs, ça prenait un temps fou, quoi. Ouais, bien sûr, mais c'était les débuts de l'ère électronique, on va dire. Exactement. Aujourd'hui, ça nous paraît obsolète parce qu'aujourd'hui, t'as un téléphone qui est aussi puissant qu'un ordinateur. T'aurais presque pu aller sur la Lune avec. C'est ça. Et à cette époque, pourtant, c'était le must de la technologie, quoi. Ah ouais, complètement. Et ils ont eu une influence énorme à travers le quartz. C'est par exemple le fait que l'aiguille des secondes fasse des sauts de seconde en seconde. Ça, c'est un truc que eux ont créé, en fait. D'accord. Parce que le quartz pouvait très bien... Il y aurait pu y avoir des aiguilles qui glissent un petit peu, un peu comme les accutrons. Il n'y avait pas la nécessité d'un saut de seconde, en fait, ce qu'on appelle maintenant la seconde morte. C'est mon Instagram, si jamais. D'ailleurs, j'ai vu, c'est bien la seconde morte, parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient repris mon... Ah, copieur. Ouais. Je vais mettre point officiel. Mais c'est Seiko qui s'est rendu compte qu'en ayant un moteur pas à pas, ils avaient un gain d'énergie qui était énorme et qu'ils pouvaient utiliser... Tu récupérais l'énergie, en fait, entre plutôt que d'avoir le balayement. Exactement. Donc vraiment, ils ont eu une influence assez énorme sur l'horlogerie, quoi. Ils avaient des pubs dans les années 70-80 où ils écrivaient « Seiko, un jour, toutes les montres seront faites à notre manière ». Et ils sont pas loin de la vérité. Et ils sont pas loin de la vérité, ouais. Et puis après, il y a eu évidemment plein d'autres marques, des marques qui ont périclité. Il y avait Takano, il y avait Chateau, il y avait plusieurs marques qui ont existé quelque temps, soit au tout début où ils faisaient des montres de poche, et puis très vite ils disparaissent. Beaucoup de marques ont disparu en 1923. Il y a eu un incendie énorme à Tokyo qui a quasiment rasé la ville, et il y a beaucoup de marques qui n'ont pas pu se relever de ça, en fait. Donc c'est vraiment Seiko qui a toujours dominé ça. Et historiquement, Seiko originaire de Tokyo. Tokyo, ok. Ouais. Citizen Tokyo aussi. Bon, pour la partie historique, je crois qu'on a déjà donné largement assez de pistes. Beaucoup d'informations. Maintenant, de nos jours, qu'est-ce qui reste de tout ça ? Eh ben, en marque un peu qu'on connaît tous, on aura Citizen, on aura Seiko, on va avoir Casio, parce qu'il ne faut vraiment pas les oublier. Complètement. Et je pense qu'on passe trop souvent à côté de Casio en réduisant ça finalement à la montre de supermarché, alors qu'en fait, d'un point de vue technique, ils te font quand même des montres. On en connaît certaines plus chères que des Seiko modernes, on va dire. Complètement. Donc ça, je pense que c'est une marque qu'il ne faut pas négliger non plus. Ouais, c'est les trois grands géants. Voilà. Après, on ira sur les trucs un peu plus petites marques, indépendants, etc. Mais sur les géants, on va dire, de l'industrie horlogère japonaise, c'est vraiment les trois grandes marques, quoi. Seiko, on en a parlé, c'est un empire avec plein de ramifications, de branches, avec des savoir-faire dans plein de domaines. Moi, Citizen, je vais pas mentir, c'est pas une marque que je connais hyper bien. Ce qui me semble intéressant, c'est un peu l'évolution qu'il y a eu ces dernières années. J'ai toujours trouvé qu'ils étaient dans le sillage de Seiko, qui faisaient beaucoup de montres qui ressemblaient beaucoup à des Seiko. Typiquement leur plongeuse. Ouais, voilà, les plongeuses. La NY083, je crois, qui est plongeur de combat, enfin un petit peu l'équivalent de la SKX en fait, chez Citizen. Ça ressemble bien, Ouais, on est dans la même philosophie, c'est-à-dire une montre entrée de gamme, robuste, costaud, mouvement, c'est un tracteur. Enfin voilà, c'est... Et puis esthétiquement, ça se ressemble. Ouais. Et
ces dernières années, ils ont réussi à faire un truc que Seiko a essayé de faire dans les années 80, mais qu'ils n'ont pas réussi. C'est de mettre un pied en Suisse. C'est-à-dire que, alors je me rappelle pas de l'année, mais à 2018, je crois. Ouais, c'est ce que j'aurais dit. Ils ont racheté 4 ans, je crois. Frédéric Constant. Frédéric Constant, le groupe Alpina en fait. Du coup, Alpina. Enfin, le groupe. Voilà. Et la Joux-Perret, qui est donc un motoriste, un fabricant de mouvements. Alors que Citizen, bon, on l'a pas dit, mais Citizen, c'est aussi eux qui sont derrière les mouvements Miyota, qui inondaient le marché, je crois qu'on peut le dire, parce que Miyota, ça reste c'est l'équivalent. Aujourd'hui, quand on parle de mouvement, on parle d'état. Ouais. Et on parle de... C'est l'ITA maintenant, parce que c'est tombé... Les mouvements état sont tombés dans le domaine commun, donc des gens ont juste repris les plans et produit leurs mouvements moins chers et avec des différents grades de qualité. Voilà. On va le dire. On va le dire. Et il y a d'autres marques qui ont créé, eux, par contre, leurs mouvements. Ouais. Et qui ont inondé le marché, parce qu'aujourd'hui, tu prends un Miyota 9015, c'est aussi bien qu'un 2824. Ouais. Ah ouais. Donc, c'est vraiment quand État a arrêté de fournir tout le monde que ça a été une manne pour des groupes comme Citizen avec Miyota, comme Seiko qui a une branche qui s'appelle Time Module, si je dis pas de bêtises, qui vend des calibres Seiko sous une autre appellation avec une autre référence, mais qui sont strictement les mêmes. Typiquement le NH35A, qui est ni plus ni moins qu'un 4R35. Ouais, voilà. Donc voilà, c'est Citizen, c'est aussi Miyota, et c'est grâce à Miyota qu'ils sont aussi costauds, quoi. Je pense que c'est même ce qui les sauve avant leur production à eux. Ouais, clairement, parce que après, Citizen, jusqu'à récemment, c'était quasiment que du quartz. Je pense qu'ils ont dû continuer quelques modèles mécaniques, mais c'était quasiment que du quartz. Typiquement les plongeuses, la NY0040, etc. C'était du mécanique, mais ça restait du mécanique entrée de gamme. Un peu comme Seiko dans les années 80, qui continuait à faire quelques Seiko 5. Mais c'était la plongeuse entrée de gamme, mécanique automatique. Et puis c'était clairement pas le gros de leur production. Non. C'était pas le but. Quoi. Et puis en fait, c'était surtout pour certains marchés. Ouais. Je veux dire, la Citizen en Italie, c'est quasiment plus connu que Seiko. Ah ouais. C'est hyper développé. Ok. D'ailleurs, la plongeuse Citizen, c'est la plongeuse des militaires italiens. Ah ouais. Ok. Excellent, je savais pas. Quand ils en ont eu marre de leur Panerai, ils ont pris des Citizen Marina Militare. Non, c'est pas une blague, c'est vraiment ça. C'est excellent. Ah ouais. Mais Citizen, donc en mettant un pied en Suisse, mine de rien, ils ont quand même beaucoup changé la donne par rapport aux habitudes japonaises, en fait, de fonctionner vraiment à part, beaucoup pour leur marché à eux, beaucoup de trucs vraiment très japonais. En mettant des billes dans des boîtes suisses, ils ont vraiment... Après, ils ont aussi vu que chez eux, ils étaient derrière Seiko. Ouais. Et ils se sont dit, il faut qu'on trouve un autre moyen d'exister aussi. Et finalement, mine de rien, ils ont trouvé une autre vision aussi, qui est... pas mal non plus. Ouais, parce que maintenant, on en parlait tout à l'heure, là, ils viennent d'annoncer 2 tourbillons avec des mouvements La Joux-Perret, qui sont magnifiques. Ah ouais. 10 mm d'épaisseur en tout, donc en plus, c'est un tourbillon fin, quoi. Je veux dire, ils n'ont pas sorti pointu, une brique. C'est un truc qui a l'air pointu. Ils ont collaboré avec La Joux-Perret pour les derniers calibres pour la série 8, tu sais, qui est sortie il y a 1 an ou 2, je crois. Pareil, même dans la Frédéric Constant, l'oscillateur, là, c'est quoi, 100 Hz? Ouais, je sais plus la fréquence, mais ils ont un oscillateur monobloc très 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 semblable à ce qu'avait développé Semon pour le groupe LVMH, avec Tag Heuer, Hugo, etc. Ils avaient fait des zéniths avec ce mouvement-là. Ça ressemble beaucoup. Faudrait que je creuse le truc, voir s'il y a un lien entre les deux. Ce qu'a fait Frédéric Constant dernièrement et avec les trucs de Guy Semon. Mais grosso modo, c'est Citizen qui était derrière. Mais voilà, c'est Citizen qui a amené la partie technologique et qui a peut-être mis aussi les billes dedans pour sortir les produits. Ouais, complètement. Donc ils ont vraiment changé, ils ont pris un pas de côté, on va dire, par rapport à ce que fait Seiko qui était toujours devant. Mais en fait, ils sont sortis de l'ombre. Grosso modo, ils ont déboîté. Et ils ont mis un gros coup d'accélérateur. Et d'ailleurs, ils ont sorti... sur une autre branche
que Seiko, justement. Une branche qui est pas forcément pourvue, on va dire. Ouais. Peut-être un peu plus techno, un peu plus... Ouais, clairement, ils sont vraiment bien axés techno. Ils ont sorti un plus calibre électronique, à quartz. En fait. Ouais. Tu vois, je les vois plus comme ça, en fait. Bah, ils ont sorti un calibre à quartz qui est le calibre le plus précis au monde, puisqu'il est donné pour une précision d'1 seconde par an. Qui est... Alors, je confonds toujours si c'est 0010 ou 0100. Mais bref, enfin bon, c'est un calibre à quartz qui pète tout, quoi. Donc ouais, ils sont en train de changer pas mal la donne et de se positionner différemment vis-à-vis de Seiko. Moi, je leur reprocherais quand même d'avoir certains produits très proches encore. Tu prends une Washi, ça ressemble quand même très très proche à une GS. La gamme Chronomaster. En termes d'esthète. Ouais, j'adore ces montres, hein, c'est des super montres, mais tu mets une Snowflake à côté d'une Washi, tu peux pas dire qu'il n'y a pas un semblant. Un truc, quoi. Disons que la seule dernière qui est sortie un peu du lot, c'est celle avec le bracelet intégré, c'est la 9, la série 9. Ouais, série... Non, série 8, série 9. Ouais, je sais pas, non, celle que vous sentez qu'on a bien préparé le podcast? Celle que t'aimes bien, là, non? C'est pas celle-là? Moi, que je peux pas voir. Ils en ont sorti des moins chers, des plus chers. Il y en a une, elle ressemble à une Pokéball, un peu. Ok, mais j'ai pas vu, alors... Mais ouais, ils ont fait des trucs... ils essayent un peu de sortir du lot, quand même. Ouais, des trucs plus personnalisés, plus à eux. Ils sont en train de développer leur signature, quoi. C'est un peu passé inaperçu, mais il y a aussi 2-3 ans, ils ont sorti un tourbillon incroyable. Donc ouais, ils commencent à faire les choses plus à leur manière. Et surtout ce move de mettre un pied en Suisse, je pense que ça a été un truc assez révolutionnaire. Ça bouleverse le jeu. Ouais, complètement. Et puis Casio, on n'en parle pas trop parce que c'est des montres, c'est pas des montres mécaniques. Non. Donc dans le monde de l'industrie, des passionnés de l'horlogerie, pardon. C'est la montre on en parle moins. Entre guillemets, c'est la montre que tu mets quand tu fais du sport. Ouais. C'est la montre que tu mets quand tu fais des choses que t'as où t'as pas envie d'abîmer les autres, quoi. On va pas se mentir. Hein. Et au final, quasiment tous les passionnés d'horlogerie ont une Casio dans leur boîte. Ouais. Toujours. Alors, faudrait pas réduire Casio au G-Shock. Non. Mais ça reste, à mon avis, la plus grosse partie de leur chiffre d'affaires. Bien sûr, ouais. Donc les G-Shock, c'est né dans les années 80 à peu près. Et c'était un gars qui s'appelle AB, son nom de famille, je sais plus le prénom, mais qui avait pour but de faire une montre qui pouvait résister à tout, quoi. Ouais. Vous trouverez, il y a plein d'interviews de lui sur Internet. C'est un mec qui bosse toujours et qui est toujours prêt à partager son histoire, etc. Et un des premiers critères, c'était il faut que je puisse balancer la montre du 10e étage et qu'elle survive. Et on voit le tout premier proto qui a passé ce test. Le machin, il est entouré de Chatterton, en fait. C'est juste une énorme boule de scotch. La balance du 10e. Il balance du 10e, ça marche. Il dit bon, bah voilà, ça part de là. Et c'est aujourd'hui, je crois qu'en termes de chiffre d'affaires, contrairement à ce qu'on disait depuis le début, où je disais Seiko, c'est vraiment eux qui ont tiré toute l'industrie horlogère. Maintenant, c'est Casio qui doit tracter tout le monde. Maintenant, soit ils tirent la bourre, soit peut-être Casio est devant, et Citizen avec Miyota est très très bon aussi. Donc, encore une fois, on n'a peut-être pas assez bien préparé cet épisode en termes de chiffres. Mais Casio, il tape très très fort. Ils sont les trois au même niveau, peut-être maintenant. Ça se voit, je pense. Ça se voit. Dans certains niveaux différents, et une nouvelle fois sur des produits avec une philosophie japonaise, c'est-à-dire de faire la chose le mieux possible, mais sur 3 produits totalement finalement différents. C'est ça. Et ce qui est intéressant avec Casio, et qui n'est pas le cas des deux autres, c'est qu'à la base, c'était pas une marque de montre, par contre. Ah ouais? Casio, c'était de l'électronique, c'était des calculettes, c'était des trucs comme ça. Et c'est en engrangeant un certain savoir-faire qui se sont dit, dans un certain domaine, qui se sont dit, bah, après, on va faire des montres, c'est que du digital quasiment. Ouais. Je crois qu'il n'y a jamais eu de Casio mécanique. J'ai beau chercher. Non, il y avait des 3 aiguilles quartz, on va dire. Mais ça a toujours été du quartz, pas de mécanique. Ouais. Et on va réduire Casio à G-Shock. Il y a d'autres gammes, mais c'est assez secondaire. Ouais, mais bon, c'est la majeure partie. De toute façon, tu prends une Casio, finalement, peu importe, elle a toutes. Parce que G-Shock, pour moi, c'est quasiment comme une norme chez Casio. Ouais. C'est-à-dire, si tu passes, disons,
le test du 10e étage, que tu peux être la Casio un peu habillée, enfin, tu sais, entre guillemets, celle un peu plus métallique, bah t'es presque une G-Shock, quoi. T'as quelque chose d'indestructible. Bah après, il y a la gamme des GPS, un peu comme les Seiko Astron. Ouais. Ils ont les Diffis, etc. Ouais, bien sûr, ouais. Et ça sera moins robuste qu'une vraie G-Shock, mais ça reste des montres assez increvables, quoi. Ouais, carrément, ouais. Mais les G-Shock, en plus, elles ont un succès fou maintenant. Moi, je sais, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'horlogerie, on n'en parlait pas. Tout le monde en avait une, mais personne ne le disait, quoi. Ouais, il y avait une sorte d'omerta, un petit peu. Alors que maintenant, ça cartonne. Hodinkee qui fait une édition limitée John Mayer. Enfin, c'est maintenant avec les Casio Royal, comment on dit Casio, je sais plus. Ouais, les Casio, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un truc, ça marche. Ah ouais, ça marche du tonnerre. Ouais. Après, c'est aussi parce que c'est la période qui veut ça, le revival des années 90, tout ça. Mais ouais, Casio avec la G-Shock, ils ont réussi à se positionner sur un truc que personne d'autre faisait. Et ils sont les meilleurs dans ce domaine, même s'il y a d'autres marques qui essayent de faire des trucs. Puis une nouvelle fois, ça reste aussi un peu comme une Swatch. Ouais. Tu veux. Nous, on est passionnés par la montre et tout. Mais tu prends quelqu'un qui n'est pas passionné d'horlogerie, pour ainsi dire. Tu le prends comme un objet un petit peu, je dirais, déco sur toi-même. Et tu mets un outfit bleu ou, allez, je sais pas, n'importe comment tu t'habilles, on va dire. T'as envie de matcher ta montre. Tu t'achètes une G-Shock totalement rouge. Bah, il y a un petit côté, carrément, objet ou plaisir, pas cher, un peu mode, quoi, on va dire. Comme une Swatch, en fait. Ouais. Donc, moi, je comprends que ça marche très, très bien. J'ai une histoire assez drôle avec une Casio. À un moment, j'avais la Casio toute dorée, tu sais, pas les petites vintage, mais vraiment les grosses métalliques qui vendent en ce moment. Pour le fun, j'en avais une dorée comme ça, et on est allé avec Vincent chez Bucherer pour voir les Oyster Perpetual qu'on a déjà essayé une première fois. Et la fille à l'accueil, quand je lui dis qu'on est là pour voir les Oyster Perpetual, elle me regarde de haut en bas et puis elle zoome, mais pas du tout de manière discrète, sur ma Casio dorée énorme. Hey, ciao. Elle me dit, désolé, on n'a plus que les 31 mm, est-ce que vous voulez les voir? Ça faisait vraiment foutage de gueule, quoi. Vraiment, quand je vois l'énorme bouse que t'as au poignet, on va te montrer du 31 mm, Coco. Si tu vas chez Bucherer à Genève avec une montre japonaise, bling à mourir. T'as cherché, Arnaud. Ouais. Ouais, t'es joueur. Ouais. Mais franchement, Casio, moi, j'ai un attachement un peu particulier à ces montres parce que c'est intelligent, c'est bien fait, ils ont su se positionner comme il faut. Il y en a une tripotée. Vraiment, le parallèle avec les Swatch que t'as fait, il est hyper intéressant, quoi. Pour moi, c'est ça. C'est la montre fun japonaise. Ouais, clairement. Voilà. Et ils ont réussi leur pari, quoi. Ouais. Donc voilà un peu les trois grands géants. T'as déjà eu des Citizen? Ouais. T'as eu quoi? Les plongeuses. Ouais. La full lume. Mais ouais, c'est pas NY. Tout à l'heure, j'ai dit NY083. Non, je me suis planté. C'est NY040. J'ai eu la full lume. Mais c'est la 40, c'est la. Ah oui, celle avec le cadran tout en Luminova. Qui fait torche la nuit. Bah ouais, tu m'étonnes. Clairement, ça watt. Et j'ai offert à mon papa la version titane que t'as aussi. Ouais. La cadran vert. Il a la verte, moi j'ai la bleue. Voilà. Ouais, tout à fait. Il la porte quotidiennement, il l'adore. Il adore. Elle est cool, franchement, elle a son petit charme. Ouais, et puis c'est du titane, elle a le traitement Duratec. Ouais, je crois que c'est ça. C'est ça, chez City. Ouais, on a vraiment préparé le podcast. Et qui marche super bien. Ouais. Alors, pour info, si quelqu'un souhaite se l'acheter, le traitement est pas sur le bracelet. Ah ouais? Que sur la montre. Ouais. Que le boîtier? Que le boîtier, ouais. Okay. Voilà. Je le dis parce que c'est assez flagrant, en fait. Ah ouais? Ouais, le bracelet est poncé et la montre n'a rien. Ah, excellent. Enfin, excellent. Ouais, grosso modo, il a fait du ciment avec. Ouais. Et le bracelet a morflé. Ouais, mais même au bureau, tu sais, le desk diving, comme j'appelle ça, elle morfle beaucoup, mais le boîtier n'a rien. De rien. Bon, au moins, ça veut dire que le traitement sur le boîtier est bien efficace, c'est déjà ça. Ouais. Mais là où, par exemple, Seiko avec le Dia-Shield, sur la Shogun, par exemple, il traite tout. Même le fermoir? Tout. Ok. Et puis, on n'a pas cité quand même dans les grandes marques Orient.
Orion, ouais. Parce qu'Orion fait partie du groupe Seiko, en fait, depuis quelques années, je crois 2015. Après, par là. est-ce qu'on fera peut-être un épisode plus dédié à Seiko un jour ? Oui, plus tard, parce qu'on n'a pas parlé de beaucoup de choses chez Seiko, notamment les chronos, les... Ah non, mais il faudrait parler que de Seiko. Voilà, je pense qu'on fera peut-être une aparté, mais c'est vrai que tu fais bien de mentionner Orion dans les 4 grandes marques. Parce que Orion, c'était une marque indépendante à la base. Et en fait, petit à petit, Seiko a mis des billes jusqu'à devenir actionnaire majoritaire, en fait. Dans les années 2010-2015, par là. Donc, faut quand même. On en parlera, mais s'ils sont sous le giron. Sous le giron de Seiko. Ouais. Ok. Et puis après, moi, ce que je trouve plus intéressant encore, parce que tout ce qu'on dit est très 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 intéressant déjà. Comme d'habitude. Comme sur tous les épisodes qu'on a fait jusqu'à présent. Sur les 4 fois l'épisode 0 qu'on a répété. Non, après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des indépendants ou des petites marques, on va mélanger un petit peu les deux, qui sont en train petit à petit de prendre de l'importance et avoir de la popularité. Puis de s'imposer aussi. Ouais, complètement. Moi, la première marque dont j'aimerais bien parler, c'est Minase. Alors, je fais un petit point prononciation. C'est pas Minase. C'est pas Minase, c'est pas Minase, c'est Minase. Voilà. Voilà, comme ça c'est dit. Voilà. Non, parce que... Minase, moi j'aime beaucoup. Alors, un petit peu comme je disais pour Casio, ils faisaient pas des montres à la base. Ils produisaient pour d'autres marques horlogères. Ouais, ils fabriquaient surtout des outils à la base. Après, ils sont mis à fabriquer des composants. Ok. Mais je crois qu'à la toute base, si mes souvenirs sont bons... C'est outils de production ? Ouais, ils fabriquaient des forêts, ils fabriquaient des outils comme ça. Et petit à petit, ils sont mis à fabriquer des pièces, des composants, etc. Et puis ils sont mis à faire des montres. Au début, vendues juste au Japon. Et puis depuis quelques années, avec ces 2 personnes qu'on a rencontrées il y a quelques temps à Genève, ils sont aussi distribués à l'international. Ouais. Mais ça reste une toute petite marque. Je crois qu'ils font 300 montres par an, quelque chose comme ça. Ah ouais ? Ouais, c'est vraiment une toute petite production. Vraiment, ouais. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand on a rencontré Sven et sa fille, qui sont donc les 2 personnes qui s'occupent de Minase à l'international, ils nous racontaient que quand ils sont allés au Japon la première fois, ils leur ont demandé un peu ce qu'ils avaient comme ils leur ont dit, on n'a pas besoin de communication, si on fait des produits de qualité, les montres se vendront. Donc, pas de pub, pas de catalogue, rien du tout. Quoi. Ouais, ça, je pense, c'est très japonais de pas arriver à se vendre. Non, mais vraiment... de pas savoir se vendre. Ouais, voilà. Parce qu'ils arrivent à les vendre. Ouais, non, mais... le marketing... le marketing nippon, il est nul. Ah ouais. Il faut le dire. Hein. Ouais. S'ils veulent faire un effort un jour sur quelque chose, c'est là-dessus. Hein. Ouais, c'est ça. Donc Minase, c'est une chouette marque qui a des constructions de cadrans. Enfin, il n'y a pas vraiment de cadran, c'est plusieurs pièces qui s'emboîtent, etc. Ouais, moi je trouve que c'est très... en termes de design, c'est très aérien, je trouve. C'est ça. C'est une notion de 3D, en fait, surtout sur la 8 Windows, je crois. 7 Windows. 7 Windows 5 ou 7, ouais. 5 ou 7, ok. Ouais. Quand tu la regardes de côté, tu vois toute une construction en étage, un petit peu comme un building. C'est ça. Avec tout vitré, dans lequel tu viendrais voir les strates. Ouais. Et je trouve ça assez très bluffant. Cool, ouais. Et la Divido, qui est leur modèle rond, a aussi une construction hyper intéressante où il y a les cornes qui sont une partie, la carrure qui est une partie, le cadran qui est une partie, les index qui sont aussi une partie, et tout est un peu en sandwich en fait. T'as l'impression que ça fait un peu modulaire en fait. Ouais, complètement. Il y avait il y a une Vacheron Constantin comme ça, les cabinotiers, où t'as l'impression qu'ils sont venus visser des cornes. Il y a un côté un peu, je dirais pas mécano, mais un peu... modulaire, tu l'as bien dit. C'est ça. Un petit peu Lego mécanique où tu pourrais venir... Et ça, je trouve que c'est intéressant. Il y a une transparence aussi, parce qu'en fait, il y a des parties complètement ajourées quand tu regardes la montre de face. Sur la Divido, déjà la date qui court sur 3 jours, en fait, où tu vois les 3 jours et puis même des jeux de transparence où tu vois des parties complètement ajourées. Où tu vois d'ailleurs, ils n'avaient pas fait un cadran un peu transparent fumé ? Pas transparent, je crois pas, mais en tout cas, cadran un peu fumé. Il y a plusieurs types de finitions. Et là aussi, ils sont malins. Ils ont cette belle construction de boîte, etc. Mais ils font des très beaux cadrans aussi. J'apprécie beaucoup ce que fait cette marque. Et dernièrement, ils sont mis à faire des cadrans laqués, etc. Ouais, il y a des cadrans avec la marqueterie, il y a eu du boulot. Hein. Non, il y a vraiment du boulot. Et puis en plus, vu que ça reste une toute petite marque, si vous avez une demande particulière,
vous pouvez les contacter et dire voilà, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, et ils sont à l'écoute, et il y a possibilité de faire du quasi sur mesure en fait. Mais c'est une vraie belle découverte en fait. Ouais. C'est la construction nippone avec un tracteur suisse, on va dire, parce que dedans c'est de l'ETA, si je dis pas de bêtises. Ouais, ils ont 2892. Ouais, je crois bien. C'est pas le 28-24, je crois. Je sais qu'il y a eu des changements, il y a eu des trucs, faudrait encore une fois non, mais après, mieux préparer l'épisode. C'est ce que nous avait dit aussi Sven, c'était que dans leur conception, eux, c'est produire boîtier, bracelet, cadran. Faire tout l'habillage. Voilà. Et le mouvement, le sous-traiter, parce qu'en fait, ils sont pas créateurs de mouvement. Complètement. Voilà, ils sont pas... Ouais. C'est pas leur domaine, en fait. C'est ça. Et pour eux, on leur a dit mouvement de montre, ils ont pensé à des Suisses, quoi. Direct. C'est ça. Emballer, c'est pesé. Mais c'est intéressant aussi de voir que ils sont capables de se dire ok, ça on maîtrise pas. Par contre, on prend l'exemple d'une voiture, hein, on vous fait le châssis le mieux au monde. Par contre, le moteur on sait pas faire. Donc on va voir ceux qui savent faire des moteurs. Voilà, terminé. Complètement. Donc c'est une marque intéressante. Ouais, Minacé c'est assez intéressant. Ça valait le coup de prendre un petit peu le temps de parler d'eux. On en parle peu parce c'est très peu connu. Hors forum en tout cas, mais c'est une marque qui mérite d'être découverte. Puis en termes de finition, ils font aussi du polissage Zaratsu. Alors ils utilisent le nom d'origine, le polissage Salaz, mais c'est équivalent au polissage que propose Grand Seiko. Ça aussi c'est un sujet à part qu'on pourrait non mais je pense qu'il va falloir qu'on traite Seiko, Grand Seiko. Techniquement en tout cas les machines sont très très proches et c'est du poly noir, non c'est pas ça non un petit peu non quand je dis ça à des horlogers ils tiquent un petit peu parce que le poly noir c'est vraiment un truc où si t'as la micro poussière qui vient se poser et que tu la vois au binoculaire, tu sais que le truc il est foutu parce que si tu passes le doigt dessus même juste en passant ton doigt dessus tu rayes tout quoi. Donc ouais, ça c'est très très bien poli, c'est des polis sans déformation, sans distorsion, et c'est vraiment très bien fait. Ça prend des heures et des heures à polir un boîtier, et c'est un travail très 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 humain, très très manuel quoi. Bien sûr, ouais. Après, si on bascule sur les horlogers indépendants, le premier qu'on voulait citer, c'était Hajime Asaoka. Parce que vous connaissez peut-être ce nom, mais vous connaissez sûrement plus la marque Chrono. Alors ça s'écrit Kurono, mais en fait, prononcé à la japonaise, c'est Chrono. Donc à la base, Hajime Asaoka, lui, il n'est pas horloger, il a appris tout seul. Ok, autodidacte. Ouais. Et je me demande s'il n'était pas dessinateur industriel, justement. Ah ouais ? Je crois bien. Parce que, honnêtement, tous les indépendants japonais qu'on a vus sont quasiment tous autodidactes. Ouais. Hein ? Parce que les mecs, j'ai une passion, je vais un peu pousser le truc, je deviens horloger indépendant. Quoi. Je m'ennuie le week-end, je vais faire des montres. Et je fais des montres. La pièce là, je savais pas la faire. J'ai essayé une technique, c'est pas la bonne, mais c'est mieux. Bon, super, intéressant. Ça. Donc, Hajime Asaoka, il a fait des tourbillons en particulier. Il a fait un chrono aussi qui est incroyable. Mais c'était du très 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 haut de gamme. Il faisait tout à la main avec un niveau d'exigence incroyable sur les finitions, etc. Et en fait, il a. Alors, le pourquoi du comment. On le sait pas, mais je pense que pour lui, c'était bien aussi de profiter du nom et de l'aura qu'il pouvait avoir au sein de ceux qui connaissent un petit peu les horlogers indépendants. Pour se lancer, vu qu'il avait quand même son style, son identité visuelle, faire une marque beaucoup plus abordable, avec un petit peu le même style. Quoi. Et donc c'est là qu'est né Chrono. Moi, j'en ai jamais eu. Un des seuls retours que j'ai eu, c'est que c'est pas très précis quand même. C'est du Cellita, je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai un pote qui en a une, il l'adore, il la trouve magnifique, etc. Elle prend 45 secondes par jour, mais ça le dérange pas. Il me dit ouais, c'est pas pour ça que je l'ai acheté. Donc, après c'est peut-être plus une sous-marque développée pour peut-être aussi manger, on va dire. Faire un peu de bise, rentrer un peu de sous pour pouvoir développer des choses plus grosses au-dessus. Parce que comme on l'a vu quand on est allé au salon des indépendants, en fait, on se rend quand même bien compte que la plupart, ils produisent leur premier modèle, mais après, il faut bien... donc ça se vend en très petite série, et c'est souvent pré-vendu. En fait, il y a des gens qui investissent sur ces personnes sans savoir ce qu'ils vont produire. Mais après, il faut quand même que ta marque se pérennise, et tu es obligé de sortir un produit, un appel... comment dire ?
un produit un peu plus bas de gamme, on va dire, pour financer les autres. Hein. Disons mais on l'a vu avec tous, hein, quasiment. Hajime Asaoka, c'était des montres à 300 000. Une fois que tu as trouvé quelques mecs qui sont prêts à t'en acheter, ils vont pas t'en acheter tous les ans. Voilà. Donc il faut... Et puis t'es pas le seul. Ouais, c'est ça. C'est ça surtout. Et d'ailleurs, depuis que Chrono existe, il a pas sorti de grosses nouveautés en tant qu'indépendant, quoi. Ouais, voilà. C'est ça. Donc voilà. Après, c'est des montres qui ont vraiment sa signature, sa patte en termes de design. C'est un mec qui est hyper pointilleux pour tout ce qui est couleur de cadran, etc. Il semblerait que certains de ces cadrans soient faits par ceux qui font les cadrans des GS mécaniques. Ok. Après, il y a des cadrans plus artisanaux. Là, il travaille sur de la laque, sur des trucs comme ça. Sur le nouveau, là, le cadran blanc, secteur, là. C'est pas celui-ci que Vincent aimait bien, là, avec le rouge. Je crois pas. Okay. Ils en ont sorti une verte, là. Ah ouais, j'ai pas vu. Un modèle anniversaire. Moi, j'étais au chrono, cadran blanc avec des touches de rouge. Ouais, le chrono est très sympa, ouais. Donc, ça fait partie de ces micro-marques qui ont le vent en poupe. Ok. Où, selon les modèles, elles coûtent 2-3 fois ce qu'elles coûtaient ouais, bien sûr, ouais. à ce moment-là. Parce qu'ils sont malins, ils font des séries limitées. Ouais, après comme on dit, hein, c'est du business, il faut bien aussi que la marque... Donc ça, c'est une marque qui a vraiment bien le vent en poupe en ce moment, dans le monde de l'horlogerie. Après, dans les indépendants, tout à l'heure, on parlait des Wadoke, des horloges japonaises, et j'ai expliqué qu'il y en avait une en particulier qui avait un peu révolutionné la façon de faire les horloges à ce moment-là, où les index se déplacent. Et moi, mon petit chouchou dans les horloges indépendants, c'est Masahiro Kikuno. Il faisait des études d'horloger, et quand il a vu cette horloge-là dans un musée à Tokyo, il a dit « c'est incroyable, j'aimerais réussir à miniaturiser tout ça pour en faire une montre au bracelet ». Et il a réussi à améliorer le système qui existe dans l'horloge de l'époque. Okay. Il n'utilise plus cette espèce de came qui a une forme de scarabée, mais il a réussi à créer un système où, pareil, les index se rapprochent ou s'éloignent en fonction de la période de l'année. Et en plus... t'as l'heure normale. En fait, qui glisse au-dessus ou en dessous. T'as l'heure normale avec des aiguilles stylisées, etc., mais qui t'indique l'heure comme tu la lis sur ta montre normale. Et l'aiguille qui fait l'heure traditionnelle, on va dire. Alors, avec un style esthétique qui reprend les codes de l'époque, donc c'est très très particulier. Ouais, mais une nouvelle fois, tu réponds à une idée qu'il avait en tête. Exactement. Et il l'a améliorée et il est arrivé au but. Et là où il est vraiment foufou, ce mec, c'est que non seulement il s'est dit je vais miniaturiser ça, mais surtout je veux réussir à miniaturiser ça avec les mêmes moyens qu'à l'époque. Ah oui. Donc en fait, il a pas fait... Donc il a pris un caillou, un bout de métal, et il l'a taillé avec le caillou. C'est un petit peu ça, ouais. Oh la vache. C'est-à-dire que t'as pas de CNC, t'as pas de trucs comme ça. Et tu le vois faire il y a pas mal de vidéos, il y a eu un documentaire sur lui sur la chaîne japonaise nationale, etc. Par exemple, il y a des pièces qui vont avoir une finition un petit peu microbillée, on va dire. Ok. Un peu satinée comme ça. Et il fait tout au poinçon. Non, il prend une bouteille où il met de l'eau et des graviers. Et puis t'as la pièce qui est dans une bassine par terre. Ouais. Et puis il tient le truc à 2 mètres au-dessus. Et puis il fait tomber l'eau et les graviers sur la pièce, et puis il la regarde, et puis c'est pas encore bon, donc il continue. Et à la fin, la pièce, elle a ce côté mat, un petit peu, tu sais, comme si ça avait été microbillé, quoi. Mais juste avec du sable et des graviers dans une bouteille avec de l'eau, il te fait couler le truc. Oh, il a fait un mini sablage, version... Un vrai sablage, quoi. Ouais, version sans outils, quoi. C'est ça. Donc le mec est quand même assez... c'est très japonais, encore une fois, quoi. Moi, c'est ça que j'adore, c'est ce jusqu'au boutisme, de se dire non seulement je vais réussir à miniaturiser un truc hyper intelligent, mais en plus je vais le faire avec les moyens de l'époque, quoi. Et donc lui, il fait très très peu de montres, et des montres sur demande. Il n'a pas un catalogue où il dit mes montres, c'est ça, quoi. T'as quelqu'un qui vient qui dit voilà, moi, il y a tel et tel aspect de la culture japonaise qui me plaisent, j'aimerais mettre ça en évidence. Il a fait une montre inspirée ils ont des genres de coffres au Japon, avec tout un artisanat spécial autour de ça, sur la façon d'ouvrir les tiroirs, sur les fers forgés, sur le bois, etc.
Et il a développé une montre, une montre inspirée de ça, par exemple. C'est des trucs vraiment c'est hyper uniques, pointu. quoi. Ouais. Et j'adore parce qu'il est tout jeune, il a notre âge, je crois qu'il a 2-3 ans de plus que nous. Et tu le vois bosser chez lui, il est en kimono, quoi, tu vois. Il a sa petite veste de kimono, son pantalon, son truc comme un artisan japonais d'il y a un demi-siècle, un siècle, ou d'il y a 1000 ans, tu vois. C'est assez excellent. Et en plus, à ce qui paraît, c'est un mec génial. J'ai un ami qui le connaît bien. Et il me disait, je citerai pas de nom, mais tous les horlogers japonais sont pas comme ça. Ok. Lui est vraiment très 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 sympa. Et il me disait la dernière fois, il lui a ramené des clients justement, des collectionneurs qui voulaient des trucs très spécifiques. Il me disait quand je vais chez lui, il me montre ce qu'on fait, et puis on se fait un barbecue, on regarde un film et je reste dormir chez eux, quoi. Alors que c'est pas du tout japonais de faire ça. Ils sont pas du genre à s'inviter chez eux, quoi. Ah, c'est fou. Mais en plus, ça a l'air d'être un mec génial, quoi. Donc, fallait qu'on en parle alors. Ouais. Après, dans les indépendants, il y a un mec qui est assez connu dans le milieu de l'horlogerie au Japon, que nous on connaissait évidemment pas du tout ici, qui a lancé une marque assez récemment, qui s'appelle Naoya Hida. Donc c'est un mec qui était distributeur de toutes les plus grandes marques, etc., qui connaît un peu tout le monde dans le milieu de l'horlogerie. Et à un moment, il s'est dit, j'ai envie de faire la montre qui me plaît, quoi, ou les montres qui me plaisent. Et donc, il fait des très très belles montres, très classiques, très sobres, on va dire, assez fines, chiffres romains en général. Il a sorti quelques variantes, phase de lune, etc. C'est des montres très simples, mais très bien faites, en fait. Mais grosso modo, des 3 aiguilles. Oui, okay. 3 aiguilles classiques, okay. Cadran en Myshore ou en argent German Silver, comme ils disent en anglais. Du traditionnel, on va dire, mais très très bien fait. Des chiffres, les chiffres romains sont gravés à la main et laqués à la main, etc. En termes de mouvement, de ce que j'ai cru comprendre, il le disait jamais, mais il y a quelqu'un qui a balancé un truc sur Instagram il y a pas longtemps, ça serait de l'état modifié. Ok. Ils viennent de sortir un modèle en collaboration avec Mark Cho, qui est le créateur de The Armory, qui est une boutique de fringues et de montres à Hong Kong et à New York. C'est un mec assez connu dans ces milieux-là. Enfin voilà, c'est un truc qui est en train de prendre assez d'essor chez les amateurs d'horlogerie indépendante, parce que ça reste entre guillemets abordable. Je veux dire, on parlait de Hajime Asaoka où c'était 200-300 000. Masahiro Kikuno, quand il fait une Wadoke, pareil, on est dans les 250-300 000, un truc comme ça. Là, on est dans les 20-30 000 à peu près pour ces modèles-là, en acier. C'est petit diamètre, c'est fin, remontage manuel, c'est très traditionnel, on va dire, avec un goût des détails japonais. Ils ont des critères. J'ai appris récemment que pour les amateurs d'horlogerie au Japon, le feeling quand tu remontes la montre à la couronne est hyper important. Ah ouais. Donc voilà, il y a des critères comme ça qui sont importants. Et Naoya Hida fait vraiment des trucs très 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 sympas, très classiques, mais très très bien faits. Ok. On est un peu dans la même veine avec Kikuchi Nakagawa, dont on parlait tout à l'heure. Eux, ils ont 2 modèles, je crois, qui sont inspirés grosso modo de la Calatrava 96. Et là, pareil, c'est très classique, c'est pas eux qui font les mouvements. D'ailleurs, je me demande si c'est pas un mouvement La Joux-Perret. Par contre, en termes de finition... c'est un peu toujours la même philosophie. Hein. Mais c'est plus que jusqu'au boutiste. Voilà, on pousse sur ce qu'on sait faire. Ouais. Voilà. Et on laisse la partie motorisation à quelqu'un. Quand on voit le travail de finition du boîtier, le polissage du boîtier... c'est les aiguilles surtout. Hein. Ouais, et les aiguilles aussi. On parle du Zaratsu pour Grand Seiko et c'est magnifique. Là, on est à un cran encore au-dessus. Ouais. Et là, pour le coup, c'est du poly noir, c'est du poly bloqué, mais sur le boîtier. Et c'est le genre de truc que le perso, je pourrais pas porter, parce que juste de la poser au poignet, elle est rayée. Non, c'est clair. Déjà, le Zaratsu, tu prends un 44 GS. Déjà là... tu le regardes, il est déjà rayé. C'est ça. Alors là, j'ose pas imaginer. Je pas, quoi. Le travail qu'il y a juste sur les boîtiers,
Ils ont Instagram. Cherchez Kikuchi Nakagawa. Donc c'est les deux noms de famille des deux personnes en fait qui font ça. Un qui fait plutôt le design et l'autre qui fait plutôt les finitions. Et celui qui faisait les finitions a fait justement beaucoup de boîtiers pour Hajime Asaoka. Okay. Donc c'est pour recontextualiser un peu le truc quoi. Pareil le travail des aiguilles, hein, quand on regarde sur Instagram ce qu'ils postent, on voit les aiguilles brutes comme ils les reçoivent et puis le travail qu'il y a pour les finitions. Ouais. Nous on les aime beaucoup. Ouais, franchement c'est franchement encore une fois, c'est le genre de montre, même si j'ai le budget, je pense pas que je serais client parce que j'aurais trop mal au cœur, tu la fous au poignet, t'as un poil, moi j'en ai plus qu'un. Nous on a des bras, c'est pas des bras. C'est des pattes d'ours. Ouais. Donc, c'est des moquettes, nous. C'est des montres, je sais pas au quotidien si j'aurais plaisir à porter ça, mais en termes de savoir-faire, en termes d'artisanat, ouais, c'est fou. C'est assez dingue, quoi. Justement, on parle d'artisanat. Récemment, on est allé à Genève. On a fait la découverte. On est allé voir l'expo de l'association des horlogers créateurs indépendants, la AHCI, dont Hajime Asaoka et Masahiro Kikuno sont membres, mais ils n'étaient pas là. Et on a découvert un gars, moi, ça m'a vraiment bluffé ce qu'il fait. Donc, il s'appelle Daiso Makihara. Et lui... il a été connu avec une première montre où le cadran, c'était du verre gravé. C'est une technique propre à Tokyo, spécialement en tout cas à Tokyo, qui s'appelle Edokiri. Et il a fait un cadran qui est assez magnifique, qui reprend un motif traditionnel japonais. On a été assez bluffés, on dirait un peu comme le ciselage sur du cristal. Voilà, exactement. Grosso modo pour des verres ou complètement, de l'argent. Parce que voilà, je parlais de la technique Edokiri, c'est à la base ils font des verres, ils font des trucs comme ça avec cette technique. Là, pour faire un cadran avec ça, avec la finesse qu'il y a, avec ce que ça demande parce qu'on parle pas d'épaisseur, on parle pas des verres de 3 d'épais. Hein. Ah ouais, non. Là on est plutôt... très très fin. Voilà. Et donc cette montre, je crois qu'il nous a sorti des photos, mais il l'avait pas sur le stand, il me semble. Non, sur le stand, il avait que celle avec les fleurs qui s'ouvrent. Par contre, voilà, il a créé un deuxième modèle, un petit peu automate presque en fait. Ouais, mais c'était clairement... avec des fleurs minuscules, entièrement faites à la main qui s'ouvrent. Une toutes les 12 heures, une toutes les 6 heures, et une pour les répètes. Ouais, ça doit être ça. J'ai aucun souvenir, j'étais juste estomaqué, je me rappelle même plus des explications. Enfin, j'ai été bluffé, moi. Ouais. Et bien sûr, donc, les fleurs sur une couche de verre. Avec quand même un verre gravé, etc. Les aiguilles qui passent au-dessus. Alors, certes, un peu épaisse, hein, mais faut loger tout ça. Ouais. Les fleurs, je crois qu'il nous a raconté que c'était 1 mois de boulot parce qu'il y avait les pétales. Pour assembler, il y a des mini ressorts qui font même pas la taille d'un quart de cheveu. Qui permettent, en fait, quand la fleur se referme, au bout quand elle a sonné les 6 heures, elle s'est ouverte, pardon, et quand elle passe les 6 heures, elle se referme avec les ressorts. Elle se referme d'un coup. Enfin, c'était incroyable. Ouais, c'est puis on parle de pièces grosses. C'est minuscule. Il y avait une loupe pour voir les pièces, parce qu'à l'œil nu, tu vois pas grand-chose. Elles étaient dans une boîte, il y avait toutes les pièces dans une petite boîte, et la boîte faisait 1 cm². Ouais, c'est ça. Peut-être 2 cm². Ouais, c'était incroyable. Dingue, vraiment. C'est beaucoup plus artistique et artisanal, on va dire, sur ce qu'il fait. Ouais, je peux même pas le cataloguer dans quelque chose, en fait. Pour moi, c'est une œuvre d'art, quoi. C'est des montres... Mais c'est limite, tu l'achètes pas pour regarder l'heure. Ouais, c'est un peu du automate, un peu comme MBNF, Andersen et autres. Moi, ça me fait penser un peu aux automates de Jacques Edro. Ouais, avec exactement. la Burberry Peter. Absolument. Il y a un peu ça, mais avec une philosophie japonaise, quoi. Exactement, Mais après, on parle du côté cadran, avec le verre gravé, avec les fleurs, avec tout ça. Les décorations du mouvement étaient dingues. Ouais, c'était fou. Puis même la conception du mouvement, il était beau. Hein. Ouais, non, franchement, ça c'était hyper impressionnant. Donc il a intégré la HCI justement à cette occasion-là avec cette montre-là. Il a pas gagné un prix aussi Il avait gagné un prix peut-être avec la première montre, je crois. Ok. Je sais plus. Ok. Là, c'était juste le fait qu'il était intégré dans la HCI. Oui, ouais. Ah oui, si tu parles de l'événement qu'on allait voir, c'est ça. Je me souvenais pas il parce qu'il avait l'air d'avoir un diplôme. impétrant, je sais plus comment on dit, mais il devait rentrer, et puis là, ils l'ont accepté dans le truc. Et puis, à la même occasion, le même jour, complètement par hasard, on est tombé sur un dernier horloger japonais. Qui était même pas... qui exposait pas, en fait. Non,
qui présentait juste ses montres comme ça, qui voulait les regarder. Au moment de sortir, on a récupéré nos affaires, on a remis nos manteaux, on a pris le sac à dos. Et là, on voit un mec qui parle avec un autre mec sur une table devant la sortie. Et qui sortait des montres juste sublimes. Ouais. Et puis on était à 3 mètres du truc, mais le machin il a flashé. Je lui ai dit attends. On s'arrête, Mathieu. On attend que le monsieur il ait fini de faire ses photos. Il avait pas l'air très loquace. Et entre nous, il avait l'air d'en avoir rien à faire. Voilà, sûrement un journaliste horloger. Je pense qu'il était allemand. Il avait un drôle d'accent anglais. Je crois qu'il était hollandais. Je crois que j'ai vu ses photos après sur un site, je sais plus lequel. Il était pas très sympa. Et surtout, c'est ce qu'on retiendra. Voilà. Parce que le petit monsieur, franchement, il l'a reçu comme un prince. Ouais. Et ce monsieur-là était pas très. Et donc, cet horloger, il s'appelle Yosuke Sekiguchi. Ouais. Franchement. Incroyable. J'adorerais qu'on le fasse venir. Ou qu'on aille au loc l'interviewer. Parce qu'il parle parfaitement français. Ouais. Et comme il nous a dit, il s'est excusé au début de ne pas parler très bien français. Et moi, j'ai cru qu'il était français. Donc voilà, il avait fait ses études en France, il nous a raconté. Ouais. C'est un mec autodidacte, encore une fois. Qui est venu apprendre le français à 23 ans en France. Et puis qui a voulu devenir horloger, mais il n'a pas été pris à l'école d'horlogerie. Et puis finalement, ils ont réussi à le faire plus ou moins venir. Mais je crois qu'il n'a pas eu de diplôme officiellement. Mais il était même venu pour ça à la base ? Je me souviens plus. Je crois qu'il était venu pour l'horlogerie, ouais. Okay. Et qu'il a appris le français pour devenir horloger. Ok. Et il s'est retrouvé à bosser pour quelques grosses marques. Il s'est mis à assembler des mouvements très compliqués pour Christophe Claret. Donc ça se pose là. Ça donne le pédigré. Et un jour, il s'ennuyait chez lui. C'est ça. Et il s'est dit, je vais faire mes montres. En fait, il est tombé sur un mouvement Jules Jurgensen, dont vous connaissez peut-être la marque Urban Jurgensen. Il y avait un horloger qui s'appelait Jules Jurgensen, et lui, il trouvait ça cool. Donc il s'est dit... il l'a trouvé un peu petit. Je vais me faire une montre avec ça, mais le mouvement est un peu petit par rapport à la taille de la montre que je veux faire. Donc en fait, je vais refaire tout pareil, mais 10% plus grand. Mais sans mesure. Voilà, comme je fais ça pour moi, comme ça pour me faire une montre, j'ai pas besoin de faire de plans, de trucs comme ça, quoi. Ouais. Donc ça vous donne le quand on dit qu'ils sont différents, c'est japonais. Ouais. Donc le mec. Et puis bien sûr, en plus, comme il nous a dit, il avait pas forcément les méthodes. Ouais. Il a tout fait en. Pour reprendre ses termes, à l'arrache. Voilà. Il nous a dit texto, quand il dit qu'il parle pas bien, il parle quand même très bien français. Il a des expressions. J'ai fait ça à l'arrache, sans plan. Voilà. et donc probablement sans les bonnes machines et en faisant pas forcément les techniques. Voilà. Les mêmes qu'à l'époque. C'est ce qu'il nous a dit. Il nous a dit à un moment, moi c'était, ça marchait. Voilà. C'était pas comme ça qu'il fallait faire. Tant pis, ça marche. Mais incroyable. Ouais. Et puis d'une gentillesse surtout. Ouais. Folle. Et il avait qu'une envie, c'était de nous parler de ses produits et de justement, comme dans notre idée de podcast, de partager vraiment sa passion. Ouais. Et ça transpirait, quoi. C'était là où il y avait son revendeur qui était avec lui et qui lui disait non mais eux ils veulent pas acheter. Donc lui il voulait discuter et franchement il était très très sympathique. Et d'ailleurs après j'ai discuté sur Instagram, alors je sais pas si c'était le père ou le fils parce qu'il y avait 2 personnes avec lui qui sont un peu c'est eux qui le chapeautent un petit peu. Bien sûr, la partie commerciale aussi. Et j'ai discuté sur Instagram avec eux après, ils étaient très très sympas. Ok. D'ailleurs on a bien rigolé parce que j'étais tellement sous le choc. J'avais posé ma GS en or rose pour essayer les montres. Eux, ils voient que je porte une GS, alors bon, ils sont contents de voir à Genève une montre japonaise. Et puis, j'essaye ces montres au poignet, et on parle, on pose des questions, on échange et tout. Puis à la fin, mais vraiment, j'ai l'impression de sortir d'un match de boxe où je me suis fait allumer la tronche, quoi. Ouais. Et puis je repose ces montres et je dis bon bah vraiment merci, c'était génial, et on se barre, quoi. Et puis Mathieu qui me dit Arnaud, t'as oublié ta GS en or sur la table. Pour dire à quel point on était vraiment les Japonais qui éclatent de rire, les trois. Et faut dire qu'on avait pris une belle claque. Ouais, franchement on a pris une claque, c'est incroyable. L'architecture du mouvement fait vraiment mouvement de montre de poche, avec vraiment un look, ça se voit tout de suite, quoi. C'est assez dingue. Très très bien fini. Un boîtier qui est fini aussi avec des détails, des trucs, on voit que c'est du très très lourd. Et un cadran magnifique qui fait très montre de poche aussi. Et puis pour moi, quand on parle d'horloger indépendant, on achète un peu de l'âme du mec, entre guillemets. Bien sûr, t'achètes même, je vais pas dire que ça, mais... si le mec qui te présente la montre c'est un connard,
T'as pas envie de lui acheter sa montre. Bah, on vous dira pas qui c'est qu'on a vu et qu'on a été excessivement déçus. On citera pas de nom, mais... Parce qu'il y en a eu 2 à cette journée. Et... On citera pas de nom parce qu'on n'est pas là pour ça, on s'en fout. Mais, non, mais ils font des automates. Par contre, quand tu rencontres un mec comme ça, qui déborde de passion, qui t'explique tout ce qu'il a mis dans sa montre... Ouais, non, c'était fou. T'as envie de l'acheter parce que la montre est folle, mais parce que derrière, t'as un mec... en fait, t'as un mec qui a tout donné, en fait. Ouais. Qui s'est donné à 100%. Ouais. Et le produit, en fait, respire ça, en fait. Complètement. Donc, moi, je pense qu'il faut finir là-dessus, même. Ouais. On va finir sur cette notion de partage. Ouais. Et on espère que, à travers ce podcast, on vous aura partagé une partie de notre passion pour l'horlogerie japonaise. On espère que vous aurez appris des trucs, qu'on aura titillé votre curiosité, parce que c'est un petit peu le but aussi. Puis si vous avez des questions, on sera ravis d'y répondre. Voilà, au prochain épisode, s'il y a des questions, on y répondra. Et puis, volontiers. Si personne nous écoute, vous le saurez, parce qu'il n'y aura pas de questions la prochaine fois. Voilà, c'est ça, il n'y aura pas de podcast. Allez, à tout bientôt. Ciao, ciao.